Bonsoir Stéphane Richard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le PDG de France Télécom, une des plus grandes entreprises françaises, un des principaux opérateurs de télécom dans le monde. Votre chiffre d'affaires est presque moitié-moitié dans le reste du monde et en France. C'est très important. On a envie d'avoir, je le disais, un regard d'un patron aussi sur la conjoncture économique, sur la compétitivité, les 35 heures. Mais d'abord, on va parler un peu de votre entreprise. On sait que c'est un secteur qui est soumis à une très rude compétition et notamment une guerre des prix. On l'a vu. Il y a eu le fameux choc de l'arrivée de Free sur le marché. Oui. C'était en janvier, donc presque dans un an après. Ça va mieux ? C'est passé ? On a pas mal résisté, honnêtement, à l'arrivée du quatrième opérateur. Ça a été un choc, oui, parce qu'il est arrivé avec des prix très agressifs et aussi avec un modèle un peu nouveau, puisque jusqu'à maintenant, l'essentiel du marché, c'était des forfaits qui comprenaient de la communication et un terminal, avec un ensemble. Et puis là, il est arrivé avec des offres où il y a juste la carte SIM, c'est-à-dire juste la partie communication. Et ça a un peu chamboulé la donne. Donc, vous ne l'aviez pas vu venir, hein ? Bah, si, un peu quand même. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête, on avait sous-estimé à la fois l'agressivité en termes de prix, et on avait aussi sous-estimé l'appétit que ça créerait chez les consommateurs d'avoir cette possibilité de dissocier en fait leur partie vraiment communication et le mobile. Voilà. Ceci étant dit, 9 mois après maintenant l'arrivée de Free, je crois qu'on peut dire qu'on a bien résisté puisqu'on regagne nous des clients. Vous en aviez perdu 765 000. On en a perdu à peu près 700 000 sur les 5 premiers mois de l'année, mais on en a déjà regagné presque 500 000 depuis. Ce qui veut dire que à la fin de l'année, je pense qu'on ne sera pas très loin d'être à peu près stable en termes de part client. Donc on pourra dire qu'on a absorbé le choc de l'arrivée du quatrième opérateur sans perte de clients, ce qui je crois est un beau résultat. Et à quel prix, à quel coût, de quelle façon vous les avez reconquis ? Alors évidemment, il a fallu qu'on s'adapte aux nouveaux standards de prix qui sont créés. Dans tous les marchés où il y a eu un nouvel entrant qui est arrivé par les prix, donc en mettant des prix très bas, très agressifs sur le marché, tout le monde a dû plus ou moins s'aligner. Alors s'aligner avec des stratégies différentes. Nous, on estime qu'on peut aussi demander à nos clients une prime parce qu'on peut leur proposer un service, un réseau de distribution. On a plus de 1000 points de vente en France, des centres d'appel, des contenus, un accès au très haut débit. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut mieux valoriser. Néanmoins, il a fallu faire un effort sur les prix, oui. Et en gros, les prix baissent, enfin, pour nous, de l'ordre de 10% cette année. Ils vont rebaisser encore de l'ordre de 10% l'année prochaine, ce qui fait quand même une perte gigantesque. Oui, mais pour le consommateur, il restera un effet quand même assez positif dans l'esprit des consommateurs d'un nouvel opérateur qui est venu un peu bousculer les règles, qui est venu un peu remettre en question les prix. Et au total, on a l'impression qu'ils trouvent ça plutôt bien, hein. Oui, bien sûr, mais je me mets à leur place. Moi aussi, je suis consommateur, je le comprends très bien. C'est vrai qu'à court terme... Parce que vous aviez beaucoup dénoncé, vous aviez dit on fera le bilan de l'intervention d'un nouvel acteur, alors que ça va à rebours. Dans le reste du monde, on fait de la concentration plutôt des acteurs de la téléphonie mobile, et puis là, on nous met un nouvel acteur dans les pattes. Tout le problème, en fait, c'est qu'on ne peut pas découper les gens en rondelles. Il n'y a pas d'un côté le consommateur, de l'autre côté le salarié, de troisième côté le contribuable, éventuellement d'ailleurs l'utilisateur aussi qui a besoin d'avoir des réseaux performants. Moi, je pense que ce qui manque dans ce débat, c'est un tout petit peu d'objectivité sur la réalité de l'économie, la réalité de cette industrie. Nous, on a besoin d'investir énormément. On investit 6 milliards d'euros chaque année, la moitié en France, pour construire ces réseaux. Un réseau de télécommunications, ça nécessite énormément de moyens, de technologies, de compétences. Et ça ne se fait pas comme ça. Et donc, le prix n'est qu'un des aspects des choses. Et vous savez, on vient de faire une étude qui, je pense, est très intéressante, assez spectaculaire au niveau de ses résultats, sur les prix. Les prix en comparant la France avec 5 grands pays, 4 en Europe et les États-Unis. Et bien, cette étude montre, elle sera bientôt publiée, que la France est aujourd'hui le pays le moins cher du monde en matière de prix des télécoms, que ce soit dans le mobile d'ailleurs ou dans le fixe. Non seulement elle est la moins chère, mais avec un écart qui a été creusé sur tous les autres pays, y compris un pays comme l'Angleterre, qui avait souvent été cité comme le pays le plus compétitif, qui est gigantesque. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est allé un peu au bout de cette logique de baisse des prix pour le consommateur, ce qui est bien pour le consommateur. Je crois que maintenant, il faut que tout le monde se rende compte que cette industrie est fragilisée et qu'il faut quand même qu'elle soit capable d'investir, de jouer tout son rôle dans l'économie nationale, de recruter aussi, de faire venir des jeunes, et qu'il y a des limites à tout ça. Donc il faut plus attendre, je crois, honnêtement, à de nouvelles baisses de prix dans ce secteur. On a beaucoup dit que ça allait créer, qu'il y a eu des plans sociaux de toute façon chez certains de vos concurrents. Vous allez embaucher ou au contraire, il y aura un impact sur l'emploi ?
Alors, il y a eu des annonces de plans sociaux chez les autres. Chez SFR, pour l'instant, c'est tout. Oui. Que je sache, il n'y a pas eu de réalisation pour l'instant, et donc on verra ce qu'ils font. Nous, en ce qui nous concerne, on n'a jamais ni annoncé ni menacé d'ailleurs de faire de plans sociaux. Nous avons au contraire donné nos chiffres pour l'emploi pour les 3 ans qui viennent, en annonçant 4000 recrutements de jeunes en CDI sur les 3 ans qui viennent, c'est-à-dire à peu près l'effectif de Free en France, donc c'est quand même pas négligeable. Dans le même temps, naturellement, on a aussi un certain nombre de nos salariés qui vont partir à la retraite. Et que vous ne renouvellerez pas. Et que donc, si on en recrute 4000 alors qu'il y en a 9000 qui partent, il est évident qu'on ne va pas remplacer tous les départs. Donc, la conséquence sur l'emploi de la nouvelle donne dans le secteur des télécoms en France et du 4e opérateur, pour nous, c'est une baisse globale de nos effectifs, mais ça se fera quand même en préservant notre capacité de recrutement et aussi, je crois que c'est très important, l'accueil des jeunes dans l'entreprise. Nous allons accueillir 5000 jeunes en alternance. Est-ce que vous allez utiliser les contrats d'avenir, les contrats de génération, ces nouvelles formules du gouvernement ? On va attendre que les modalités en soient précisées, mais en tout cas, je dirais qu'on a tous les ingrédients pour le faire. On a à la fois des seniors chez nous, puisqu'on a une population relativement âgée, et on a des seniors qui ont envie qu'on aménage leur fin de carrière, qui puissent aussi donner du temps, passer du temps pour tutorer les jeunes qui rentrent, et on a un programme de recrutement de jeunes. Donc je pense que ces 2 éléments-là font qu'on sera un assez bon candidat pour le contrat de génération. Évidemment, l'image de France Télécom a été associée aux vagues de suicides, au climat social un peu dégradé. Vous êtes arrivé après le départ de Didier Lombard, vous y étiez, mais vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise à ce moment-là. Depuis juin, il y a une mise en examen comme personne morale de France Télécom pour harcèlement moral. Aujourd'hui, cette page, elle est tournée vraiment, définitivement dans l'entreprise ? Je ne sais pas si elle sera jamais tournée, parce que ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Elle a marqué profondément les esprits, les mentalités, et vous en faites état encore aujourd'hui, elle marque beaucoup son image encore. Ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment engagé un travail en profondeur pour redonner de l'espoir, redonner aussi d'autres perspectives et reconstruire un peu les éléments d'impact social dans l'entreprise. Ça, c'est un acquis, et ça se voit, puisque tous les 6 mois, on fait une enquête auprès de nos salariés en France, et l'indice de satisfaction, si on peut l'appeler comme ça, aujourd'hui, il est de 87% chez nos salariés en France. Donc il est élevé, et je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens qui travaillent dans le groupe, oui, la page est un peu tournée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, qu'il ne peut pas y avoir de tension ça et là, mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde adhère un peu à la démarche que nous avons engagée il y a 2 ans. On appelait ça le contrat social, et qui vise vraiment à doter, je dirais, l'entreprise d'un ensemble de règles et finalement de retrouver une forme de cohésion sociale à l'intérieur. Juste un petit mot, parce qu'aujourd'hui, vous avez annoncé vos résultats et vous avez annoncé que les dividendes diminueraient. Vous passerez d'1,40 € à 80 centimes. Bon, c'était passé déjà à 1,20 € en février. Là, 0,80 centimes. Donc, pour les petits actionnaires qui écoutent, c'est une nouvelle moyenne peut-être. L'État, principal actionnaire, aussi. Vous vous êtes arrangé, vous les avez avertis, ils sont pas trop mécontents. Il y a quand même... Alors, j'ai évidemment présenté l'ensemble du plan, parce qu'il n'y a pas que la question du dividende à l'État, qui est notre principal actionnaire. J'ai vu les ministres concernés la semaine dernière. Vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on baisse le dividende, parce qu'on sait très bien qu'on a aussi en face de nous beaucoup d'actionnaires, y compris des petits actionnaires, qui sont fidèles à l'entreprise depuis la privatisation, depuis 1997. Qui étaient habitués à avoir une rémunération élevée. Et donc, on a, je dirais, beaucoup réfléchi avant de faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité ? Parce qu'on doit faire face à des évolutions très fortes. On en a parlé sur les revenus et sur les marges. En même temps, on doit continuer à investir très lourdement. Il faut qu'on amène la fibre en France. C'est un élément clé de la compétitivité dont on va peut-être parler. Il faut qu'on amène le très haut débit mobile. Il faut qu'on continue à innover aussi. Il faut qu'on continue à développer. Donc c'est la garantie pour de nouveaux investissements pour vous ? C'est la garantie que la gestion de notre dette, qui est encore importante, 30 milliards d'euros, la sécurisation de cette dette et en même temps le financement de nos investissements sera assuré. Finalement, c'est un effort qu'on demande à nos actionnaires, certes, mais sur la base du cours d'aujourd'hui, ça conserve un rendement à l'action qui est quand même de l'ordre de 9%, donc qui est encore élevé. On sera encore dans les rendements les plus élevés du CAC 40. Et après tout, ce n'est pas anormal que les efforts qu'on demande à tout le monde aujourd'hui soient aussi partagés entre les salariés, entre les actionnaires en particulier. La compétitivité, on va en parler, puisque je voudrais qu'on écoute ensemble François Hollande. Il a parlé ce soir. Justement, vous avez entendu parler, bien sûr, de ce fameux choc de compétitivité dont on nous a parlé, de ce rapport gallois. Aujourd'hui, il a précisé, le président, sera plutôt un pacte de compétitivité. On l'écoute. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de différer les choix.
c'est la stratégie de compétitivité que le gouvernement prépare sur la base du rapport de M. Gallois. Il n'y aura pas un énième plan. Et je déconseille aussi l'idée du choc, qui traduit d'ailleurs davantage un effet d'annonce qu'un effet thérapeutique. Voilà, transfert de charges fiscales sur le temps, sur la longueur. Est-ce que comme patron, vous dites ça va prendre encore du temps, c'était nécessaire, il fallait le faire? D'abord, je pense qu'il y a un problème de compétitivité. Malheureusement, ce que je vois, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'acteurs qui sont dans le déni de ça. Et au moins, si déjà ce débat a le mérite de faire prendre conscience à tout le pays, à toute l'opinion publique, qu'il y a un problème de compétitivité, qui certes ne date pas d'hier, c'est déjà un point positif. Ensuite, que ce soit à travers un pacte ou un choc, je ne sais pas. Bien sûr que le pacte serait meilleur, parce que ça supposerait qu'effectivement tous les acteurs, les partenaires sociaux, les entreprises, se retrouvent autour d'une table et se mettent quelque part d'accord sur les solutions, sur les voies de solution. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin d'en être là, puisqu'il y a même certaines organisations syndicales qui disent pratiquement, qui sortent leur revolver quand elles entendent le mot compétitivité. Donc je pense que le chemin vers le pacte, il est quand même encore assez long. Et je pense que si on n'arrive pas à ce pacte, ce qui est malheureusement une hypothèse qu'on ne peut pas totalement écarter, alors là, il faudra quand même que le gouvernement prenne ses responsabilités. En tout cas, moi, c'est ça que j'attends de l'équipe aujourd'hui en place. Justement, vous aviez parlé des impôts. Enfin, je dois préciser que vous êtes un haut fonctionnaire, que vous venez de la gauche. Hein. Vous étiez rocardien et vous étiez un ami de Dominique Strauss-Kahn, de Jean-Louis Borloo ensuite, dont vous avez été directeur de cabinet, et enfin directeur de cabinet de Christine Lagarde. Donc j'ai envie de dire, vous avez travaillé pour la droite, vous venez de la gauche, et aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir votre regard aussi. Vous avez parlé de la pression fiscale sur les entreprises, sur les riches, entre guillemets. Est-ce que cela va casser tous les espoirs de croissance ou au contraire, c'est normal, il faut le supporter pour le redressement? Alors, moi je suis peut-être quelqu'un effectivement d'un peu atypique ou iconoclaste et du coup je me fais pas toujours des amis lorsque j'évoque ces sujets, mais moi j'ai toujours pensé que vu la situation du pays, on ne pourrait pas s'en sortir sans une augmentation de la pression fiscale et que personne ne pourrait accepter en France que ceux qui ont eu le plus, ceux qui sont effectivement les plus riches, ne payent pas davantage que les autres. Donc, je pense que c'est absolument logique et normal et naturel que la pression fiscale augmente, en particulier sur les revenus les plus élevés. Après, tout est dans le dosage, dans le choix des outils. On les connaît, les dosages, maintenant. Les dosages, on les connaît. Moi, je les prends tels qu'ils sont. Je n'en fais pas une histoire. Franchement, je n'en fais pas une histoire. Je pense que ce qui est important, c'est deux autres choses, en fait, qui ne sont pas au cœur du débat fiscal. C'est d'une part la gestion de l'État et des dépenses publiques. Pas assez d'économie. Oui, je crois que le dosage entre les hausses d'impôts et les actions visant à maîtriser mieux la dépense publique dans ce pays, pour l'instant, n'est pas bon. Alors j'espère que dans les années qui viennent, on va davantage s'attaquer en profondeur à la dépense publique, parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi il était normal et acceptable qu'en France, on ait 10 points de PIB de plus consacrés à la dépense publique qu'en Allemagne, par exemple. Quand on se promène en Allemagne, on n'a pas l'impression d'être dans un pays sous-développé. Bon, comment se fait-il qu'on ait besoin d'autant de moyens consacrés? Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes autour de la dépense publique. Et puis ensuite, il y a la question de la compétitivité. Il faut faire la TVA anti-délocalisation, c'était le projet du gouvernement précédent. Ou alors il faut augmenter la CSG, mais ça va casser la consommation, disent un grand nombre de députés socialistes. Alors comment on fait? Moi, personnellement, j'ai toujours été favorable à la TVA sociale, dite sociale, c'est-à-dire au transfert des charges qui pèsent sur le travail vers un impôt assis sur une base très large, comme la TVA, qui est un impôt de rendement. Je pense que la situation, justement, de l'économie aujourd'hui, avec une croissance très faible, des pressions très fortes sur les budgets, sur le pouvoir d'achat, fait que ça limite beaucoup les risques de répercussion de ces hausses de TVA dans les prix. Donc je pense que c'était ça la bonne mesure. Peut-être qu'on peut le faire aussi à travers la CSG. Je ne suis pas non plus un hyper spécialiste de ces questions-là, mais intuitivement, je pense que l'outil de la TVA était meilleur. Et puis, juste un mot, puisque j'ai entendu qu'on en parlait sur les 35 heures. Moi, je fais partie des patrons peut-être qui considèrent que ce n'est pas vraiment un sujet aujourd'hui d'actualité. Bon, alors évidemment, je dirige une grande entreprise, donc je ne suis pas forcément non plus très représentatif de toute l'économie, mais je pense que ça serait dommage de s'épuiser dans un débat, un marronnier un peu politique autour des 35 heures. Ça n'est pas le problème aujourd'hui. Personne ne nous demande, en réalité, de revenir là-dessus. Les entreprises se sont adaptées.
Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on consacre son énergie à d'autres thèmes. Juste un dernier mot, vous qui étiez directeur de cabinet à Bercy, quand vous voyez le fonctionnement de Bercy aujourd'hui, 7 ministres, on parle beaucoup de couacs, vous avez un conseil à leur donner ? Oh, ça serait immodeste. Vous savez, nous, on avait aussi quand même pas mal de ministres et de secrétaires d'État. Il y avait parfois des tiraillements et des couacs. Je pense qu'il faut un peu de temps aussi pour que les équipes se mettent en place. Moi, en tout cas, les interlocuteurs que j'ai en face de moi sont plutôt disponibles, plutôt compétents et ils écoutent ce qu'on leur dit. Merci beaucoup Stéphane Richard d'être venu sur le plateau de BFM TV.